Donc pour cette table ronde, nous allons parler handicap et jeux vidéo, un gros sujet. Depuis le milieu des années 2010, le jeu vidéo commence enfin à se poser des questions quant à son accessibilité, avec des consoles donc plus accessibles, des jeux qui vont avoir davantage d'options pour permettre de s'adapter à chacune et à chacun, mais aussi des événements plus inclusifs. Le jeu vidéo s'ouvre enfin aux joueurs et aux joueuses. Et donc pour en parler aujourd'hui, j'ai donc, je crois qu'ils m'entendent, ils sont sur Zoom, j'ai Kevin Van Convenberg, j'espère que je n'ai pas écorché votre nom, Ça donc va. parfait, qui est psychanalyste, membre de Cap Game, qui est donc, vous allez nous en parler de toute manière, une association qui vise à donner plus d'accessibilité du coup aux joueurs, et aussi connue sur YouTube sous le nom de Discab. Sur Zoom, à sa compagnie, nous avons Florine Archambault, qui est docteur en traductologie, trésorière Cap Game également, et interprète en langue des signes française. Bonjour Florine. Bonjour. Super. Et donc à mes côtés aujourd'hui, j'ai Nicolas Bichet, qui est coordinateur des programmes OneGeek, et donc Mathis Epifanio, donc leader infographie OneGeek. Donc que des experts pour répondre un peu à cette question et pour s'interroger comment on rend un jeu un peu plus accessible, comment on fait en sorte d'être vraiment inclusif pour tous les joueurs. Donc première question, c'est quoi Cap Game, tout simplement, Florine ou Kevin, comme vous le souhaitez? Bah, vas-y, Kevin, comme tu Florine, veux. je te laisse, hein, peu importe. Ça marche. T'es un peu plus haut dans la hiérarchie. Oui, je suis trésorière de Cap Game depuis 2018 maintenant. Cap Game, c'est une association qui essaye effectivement de rendre le jeu vidéo et le numérique plus accessible à tout le monde. Et nous, on travaille sur plusieurs axes. On travaille sur les axes qui sont vraiment la création de jeux techniques. Donc, dans notre association, il y a des personnes qui sont docteurs en recherche, qui sont experts dans l'accessibilité des jeux vidéo. Jérôme Dupierre, que vous connaissez sûrement, est le président de l'association. Il est professeur aussi à l'Engmin. Et donc là, on a plutôt un rôle de consulting. Par exemple, on a 5 axes dans l'association, et notamment le rôle consulting auprès des studios. Mais on a aussi une part recherche et développement. On réfléchit aussi sur l'e-sport. On a un axe solution aussi qui permet de réfléchir à comment, qu'est-ce qui existe en fait comme solution pour rendre accessible le jeu. Et puis l'axe testing, qui lui est géré par un collègue qui s'appelle Stéphane Laurent et qui permet de tester en fait des jeux. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas vraiment si un jeu est accessible ou pas. Et donc Stéphane, en fait, dans l'association, avec tout un tas d'autres membres de l'asso, rédige des articles, fait des vidéos, teste des jeux auprès des studios avec des clés en avance, par exemple, pour permettre en fait de savoir est-ce que le jeu est jouable quand on l'achète. Parce que parfois, certaines personnes ont dit achètent un jeu, se rendent compte qu'elles ne peuvent pas y jouer. Donc on est encore là aujourd'hui. Voilà un petit peu Cap Game en gros. Je fais le mea culpa en tant que journaliste. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne met pas encore dans nos magazines, dans nos tests et nos critiques, mais je sais que c'est en voie de réflexion pour plusieurs médias. Donc un jour ça arrivera, j'espère, dans les pages de de médias. Aussi. Du coup. Très bien. C'est quoi OneGeek, s'il vous plaît, Mathis ou Romain? Alors, donc c'est vrai que l'association OneGeek, c'est donc pour les personnes sourdes signantes qui utilisent la langue des signes. Donc, c'est pour tous les locuteurs. Il y a plusieurs donc, locuteurs qui utilisent la langue des signes. Il y a donc les personnes sourdes qui peuvent être isolées, qui participent à l'association. Donc, c'est accessible pour toutes les personnes sourdes. Il y a aussi le sous-titrage également. Voilà, on a besoin d'accessibilité et de la langue des signes pour les jeux vidéo également. Il y a aussi également... donc on voudrait aussi être à égalité au niveau des jeux vidéo pour les personnes sourdes. On ne voudrait pas échouer parce qu'on est personnes sourdes également. Alors donc, moi je suis aussi gamer, streamer chez OneGeek et donc j'utilise aussi sur YouTube et
Twitch également. Je sais qu'il y a les sous-titres et des fois c'est pas évident. Donc voilà, ça serait mieux d'avoir les sous-titrages pour que ce soit plus facile de les avoir en même temps. Et aussi qui est en langue des signes. Super. Alors, si je disais tout à l'heure que l'accessibilité, c'est un enjeu qui est juste très récent, c'est tout simplement parce que c'est qu'à partir du milieu des années 2010, en fait, que les entreprises vont vraiment essayer de s'intéresser à la question, les grosses entreprises, je veux dire. Ça pour deux raisons. D'un côté, on ne fait pas immédiatement le lien, mais il y a MeToo en fait qui vient poser des questions au-delà du sexisme, de l'inclusivité en règle plus générale. Et d'un autre côté, d'un côté un peu plus pragmatique, il y a le côté législatif où il y a aux États-Unis Obama qui fait passer une loi en 2010 qui s'appelle le Century Communication and Video Accessibility Act. Qui au départ doit juste servir en fait à rendre plus accessible Internet tout simplement, mais c'est en 2019 que cette loi a subi une mise à jour qui intègre les jeux vidéo à ce moment-là. Donc c'est pour ça que les nouvelles consoles de jeux ont des options d'accessibilité qui sont un peu plus améliorées que celles d'avant. Mais donc ça, c'était juste un petit fait historique, histoire de rappeler pourquoi est-ce que aujourd'hui même on parle d'accessibilité pendant le festival Spawn. Et j'aurais voulu poser une question à Florine, une question toute bête, mais qu'il faut poser avant d'entrer sur ce genre de sujet. Toute bête, mais pas si bête finalement. C'est quoi le handicap, tout simplement? Oui, tout à fait. Alors en fait, j'aime bien parler de ça pour reposer un peu les choses comme vous l'avez fait sur le contexte. C'est important aussi de parler du fait qu'aujourd'hui, la définition du handicap a évolué. Puisque jusqu'en 2005, on parlait du handicap par rapport à la personne. Bon, je résume un petit peu, mais on avait un point de vue très médical, de réparation sur la personne. Vraiment, dans elle-même, elle manquait de capacité, il fallait compléter ses capacités. Depuis la loi de 2005, on a une définition qui est beaucoup plus sur l'environnement. Donc vous avez dû déjà en entendre parler, je l'espère en tout cas. Maintenant, c'est un peu plus monnaie courante de parler de ça, c'est-à-dire que chacun, chacune, à un moment de sa vie, peut se retrouver en situation de handicap. Donc la nouveauté, c'est la situation de. Et voilà, donc c'est une question d'environnement. C'est-à-dire qu'une personne, par exemple, qui est en fauteuil, si elle est dans un environnement complètement plane, sans marche, assez grand, avec d'autres personnes qu'elle peut croiser, elle n'est pas en situation de handicap. C'est vraiment tout ça c'est tout simple. Par contre, si vous êtes je ne sais pas, si vous avez été opéré des yeux et que vous devez porter des pansements sur les yeux, vous savez, pour les reposer, vous sortez dans la rue, eh bien là, vous êtes en situation de handicap parce qu'aujourd'hui, pas grand-chose est accessible pour les personnes qui ne voient pas dans la rue et qui n'ont pas d'assistance extérieure. Donc c'est tout simplement l'idée qu'on parle maintenant d'environnement. Et ça fonctionne pas mal pour les jeux vidéo, puisque justement, si vous avez un jeu vidéo, par exemple, qui ne nécessite pas un son ou la spatialisation du son pour comprendre l'intrigue, ou par exemple dans un FPS, si pour surprendre un ennemi, vous n'avez pas besoin d'avoir le son, même si vous n'entendez pas, alors vous n'êtes pas en situation de handicap. Voilà. Ça répond à votre question? Oui, c'est parfait. Justement, du coup, on parle beaucoup de notions d'accessibilité. Est-ce que vous pourriez donner une définition de ce que ça veut dire dans le jeu vidéo? Là, vous l'avez un peu évoqué, mais ça veut dire plein d'autres choses aussi. On doit prendre en compte que ce soit le son, l'image, ce genre de choses. Est-ce qu'on peut faire une définition un peu générale de ce que ça peut être, Kevin, Romain ou Mathis, comme vous le souhaitez? Je peux commencer si vous souhaitez. Alors, l'accessibilité, c'est quelque chose qui est très personnalisé. C'est-à-dire que chaque personne a besoin d'une accessibilité différente en fonction de ses troubles, de ses besoins, de sa manière de jouer, etc. Donc, c'est difficile d'avoir une définition qui soit extrêmement précise sans prendre en compte les particularités. Justement, l'accessibilité, c'est la capacité de prendre en compte les particularités individuelles. Super. Romain et Mathis, vous avez quelque chose à ajouter? Alors en termes d'accessibilité et d'inclusion, donc c'est vrai que dans les jeux vidéo, oui, il y a besoin d'accessibilité, d'être en fait inclusif. Effectivement, c'est vraiment de l'inclusion. Oui, je suis d'accord
avec... Super. Et techniquement, qu'est-ce qu'on peut proposer? Parce que j'imagine qu'il y a des étudiants dans la salle, on est dans une école de création de jeux vidéo. Qu'est-ce qui serait... il y a de plus en plus de jeux qui proposent énormément d'options. C'est The Last of Us partout qui proposait, et les derniers jeux Sony en règle générale, God of War, Ragnarok également, c'est plus de 70 options d'accessibilité. C'est quelque chose qui malheureusement coûte cher et que certains studios indépendants ne peuvent pas malheureusement investir dans ces options d'accessibilité. Qu'est-ce qui serait selon vous les options qui permettraient le plus d'essayer de répondre aux attentes d'un plus grand nombre? Ou quelle astuce il y aurait qui serait possible? Romain ou Mathis? Parfois, alors attendez, excusez-moi, je suis désolée, on s'est relayé, j'ai pas suivi. Excusez-moi si vous pouvez reprendre, merci. Oui, donc dans les jeux, il y a parfois les sous-titres, donc ça c'est pas mal. C'est déjà un début, mais il n'y a pas les bruits ambiants, par exemple. Donc on est concentré sur les sous-titres et puis on ne sait pas, il y a peut-être eu un bruit qui a changé quelque chose, on n'est pas au courant. Il n'y a pas une immersion totale en fait. On est complètement en dehors du jeu parce qu'on lit les sous-titres. Donc ça, c'est pas forcément complètement positif. Oui, je suis complètement d'accord. The Last of Us, pardon. En fait, parfois, il y a un son et qui provoque une certaine réaction. Et donc, nous, on est hors... Pardon ? Alors, j'ai pas compris. On peut reprendre encore la dernière phrase, je suis désolée. Monsieur reprend et dit, oui, en fait, j'expliquais, je dis, lorsqu'il y a un événement qui se produit, on le sait, on peut être au courant grâce à un son en particulier. Et c'est vrai que moi, je vais le rater, par exemple, et je peux mourir ou être blessée parce que j'ai eu un décalage, un retard. Donc, on pourrait ajouter quelque chose comme de la vibration ou des différences de sous-titres ou un ping ou quelque chose qui pourrait se manifester à la place du son. Et par exemple, je sais plus. Oui, un autre exemple concernant pardon, l'interprète ne connaît pas le jeu de Moss. Donc c'est un jeu VR. Et il n'y a pas du tout de son, c'est juste une souris qui signe directement. Et donc là, la communication est directement en langue des signes. Enfin, on se sent, on peut être complètement dans un jeu, comme il disait. Et donc là, par contre, les entendants, face à ça, peuvent être perdus, mais on inverse les rôles là. C'est vrai que... Voilà, c'est un exemple, mais ça peut être des choses comme ça. C'est vrai que j'avais... Pardon. Le premier monsieur reprend. En fait, lorsqu'on joue seul, c'est différent déjà d'un jeu en ligne. Et c'est des histoires différentes et notamment s'il y a des streamers, on peut pas. Enfin ça. Oh, pardon. Notamment lorsqu'on a des micro-casques, on peut pas communiquer avec les autres joueurs. Et c'est vrai qu'on est obligé de deviner ce qui se passe pour les autres joueurs. Donc souvent, on s'arrange, par exemple, entre nous, on rajoute une caméra pour essayer de se comprendre, mais c'est pas évident. En fait, parfois, quand dans le jeu, c'est important de communiquer, là, on peut se retrouver en situation de handicap si on est sourd, parce qu'on ne peut pas avoir ces échanges-là. Et monsieur dit, oui, ça me fait penser, par exemple, quand tu parles de webcam, c'est vrai que les entendants donc, ont un micro-casque et parlent énormément. Et c'est vrai que nous, en tant que personnes sourdes, pour remplacer le micro-casque, eh bien, c'est la webcam, tout simplement, pour communiquer directement. Et avec des pings, ça rend les choses à l'aise et on peut communiquer en ligne grâce à la webcam, comme tu disais. Et donc oui, il y a les sous-titres. On pourrait aussi, pourquoi pas, faire appel à des interprètes. Il y a eu notamment pour Forza Horizon. Merci. Non, mais une collègue me l'a dit, merci. Oui. Forza Horizon.
Donc c'est un jeu connu et une personne interprète est venue traduire en langue des signes l'histoire. Hein, ça s'est passé aux États-Unis. Mais c'est différent les jeux en ligne ou les jeux seuls déjà. Mais pour les deux, il pourrait y avoir ce genre d'accessibilité. Voilà, je crois que je vous ai on a un peu fait le tour. Là, l'interprète n'a pas compris. Ah pardon, alors allez-y, vous pouvez reprendre s'il vous plaît, merci. Oui, concernant le budget pour les interprètes, c'est vrai que s'il est très important, ça peut être, je sais pas, 1 million. Donc en parallèle, il y a à la place, là en attendant, il y a les sous-titres. Mais certaines personnes sourdes, il faut savoir qu'elles ne possèdent pas forcément une lecture complète. Elles ne savent pas forcément tout à fait bien lire. Donc les interprètes, oui, c'est cher, mais à la fois les sous-titres, face à l'illettrisme, comment on fait ? Il y a des inconvénients des deux côtés. Surtout que, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a une grande partie de la consommation de Twitch, du jeu vidéo qui passe par Twitch, et la génération automatique de sous-titres, c'est loin d'être quelque chose d'efficace et encore de bien mis en place sur Twitch, même si je pense que c'est amené à évoluer. Florine et Kevin, de votre côté, sur les options potentielles à mettre en place, du coup, est-ce que vous avez, pour du coup, les petits créateurs indépendants qui n'ont pas forcément quelque chose de simple à mettre en place, simple, entre guillemets, parce que bon, c'est jamais simple d'implémenter quelque chose de nouveau, à quoi est-ce que vous pouvez penser techniquement? Oui, moi, je veux bien rebondir, Kevin, je te prends la parole. Je voulais juste revenir sur ce que vous disiez, Héloïse, parce que vous avez parlé d'astuces, vous avez dit ça coûte cher. Nicolas aussi a dit ça coûte cher. En fait, je pense qu'il faut qu'on sorte un peu de cette idée-là, parce que quand on dit que ça coûte cher, quand on dit que c'est une astuce, on a déjà tort. Parce que je pense que les étudiants et étudiantes qui sont dans la salle ont dû entendre Jérôme Dupire le dire. En fait, l'idée, c'est que l'accessibilité, c'est pas une option qu'on rajoute à la fin avec un patch en V6, en fait. Maintenant, on sort de là, on est en 2023, et je pense qu'on peut essayer de penser un jeu pour tout le monde, quelle que soit leur capacité. Et je pense que c'est là-dessus qu'on insiste à Capgame, c'est l'approche capacitaire. Donc c'est, au lieu de se dire, les gens n'ont pas la vue, n'ont pas l'ouïe, ne peuvent pas utiliser leurs petits doigts, c'est plutôt l'inverse. Qu'est-ce que les gens utilisent dans les jeux? Mais qu'ils soient en situation de handicap ou pas, à la limite, c'est pas grave. Parce qu'en fait, les sous-titres, ça c'est dit et redit, et tout le monde doit le savoir ici, mais vous savez très bien que Ubisoft, sur Assassin's Creed Origins, donc Origins pour Iliana qui traduit, c'est celui qui se passait en Égypte. Et sur Assassin's Creed Origins, il y avait des sous-titres qui étaient enfin corrects, donc sur un fond un peu noir, on pouvait changer le contraste, c'était assez gros. Et ça permettait de suivre quand même pas mal les interactions. En français, certes. Et là, on s'est rendu compte, Ubisoft s'est rendu compte, que la plupart des personnes qui ont mis les sous-titres, c'était 80%, je crois, des personnes qui jouaient aux jeux vidéo, donc pas du tout représentatif des personnes sourdes. Donc ça, c'est OK. L'accessibilité, ça sert à tout le monde. Donc en fait, je pense qu'il ne faut pas parler d'astuces et pas parler de budget, mais d'instruire ça dans les budgets directement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on ne se dirait pas que un game designer, c'est une option. En fait, ça fait partie de la création du jeu, c'est ce que vous apprenez à l'école, et donc l'accessibilité, c'est pareil. J'avais aussi une personne qui m'avait dit, le créateur de Beplayer One, qui m'avait dit qu'il avait aussi la volonté vraiment de faire en sorte qu'en fait le handicap ça devienne quelque chose, une compétence en soi à mettre en avant, et il avait la volonté de vraiment créer un métier en fait de consultant handicapé qui est par exemple qui a été utilisé pour The Last of Us partout, etc., et que ça devienne une part intégrante comme lui, que c'est devenu une part intégrante de la création du jeu vidéo. En fait, c'est pareil, je rebondis, excusez-moi, après je vous laisse la parole, mais ce qu'il a dit, tout le monde le dit effectivement, et c'est pas du tout parce que ce sont des personnes handies, c'est parce que c'est des gens en général. Les collègues de la table ronde précédente disaient que si on avait plus de diversité dans la création des jeux, donc pas que des hommes blancs cis de 40 ans, ce seraient des histoires vachement plus chouettes. Et ben c'est exactement pareil dans les jeux. Si on avait beaucoup plus de personnes qui entendent pas, qui voient pas, qui ont pas l'usage de toutes leurs mains, qui utilisent leurs épaules pour jouer, qui utilisent leur loup pour jouer, qui utilisent la langue des signes au quotidien, eh bien les jeux seraient vachement plus créatifs, beaucoup plus représentatifs de la société, et ce serait bien meilleur pour tout le monde. Donc je pense que c'est là-dessus effectivement qu'il faut qu'on tende.
dans cette société d'aujourd'hui. Kevin, un mot à ce sujet? Alors, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit par tous les intervenants, c'était très intéressant. J'aimerais ajouter quelque chose sur le fait qu'on parle d'une horizon, de quelque chose vers lequel il faudrait tendre. Et il ne faut pas oublier qu'il y a aussi beaucoup de choses qui ont déjà été faites et qu'aujourd'hui, les jeux vidéo, déjà, sont beaucoup plus accessibles qu'avant, mais que les solutions sont aussi beaucoup plus nombreuses. Et c'est des solutions qui sont proposées par des gros éditeurs parfois, mais aussi parfois par des développeurs indépendants, et puis des fois par des gens comme vous et moi qui un jour se sont levés, on me dit bah, moi j'ai envie de jouer à ce jeu, comment je vais faire pour y arriver, quoi. Et donc c'est une des choses sur lesquelles on travaille beaucoup avec Capgame, de réussir à mettre en avant ces solutions, à expliquer comment elles fonctionnent, parce que parfois elles sont pas très simples, parce que justement elles ont ce côté un peu roots, quoi, un peu fait par des amateurs. Mais ça fonctionne très bien. Et alors pour donner un exemple très rapide comme ça, parce que on n'aurait pas l'occasion de pouvoir évoquer toutes ces solutions aujourd'hui. Mais alors moi je suis tétraplégique, donc je sais juste bouger une main et puis ma tête, quoi, c'est tout. Et j'ai réussi à terminer un jeu comme Red Dead Redemption avec 2 boutons et une souris, c'est tout. Et tout le reste avec des solutions alternatives, que ce soit des solutions commerciales qui ont été proposées par Microsoft par exemple, mais aussi des solutions créées par des petits développeurs indépendants, etc. Donc il existe beaucoup de choses et alors il faut que ça continue à évoluer évidemment parce que c'est pas mainstream et il y a encore ce mythe de je peux pas jouer aux jeux vidéo parce que je suis handicapé parce que justement c'est très peu connu. Mais ça évolue et il existe en vrai beaucoup de choses déjà aujourd'hui. Voilà. Justement, sur ce mythe, le fait de vouloir casser ce mythe, vous êtes tous les 4 membres d'une association et qui a aussi pour objectif de communiquer et d'essayer de faire connaître en fait toutes les solutions possibles pour que tout le monde puisse jouer. Est-ce que vous avez des manières de communiquer en particulier et du coup d'éduquer ou à partager? Du côté de One Geek, Romain, Mathis. Alors, ça c'est une étape lorsqu'on a créé l'association, elle est récente. Hein. C'était août 2020, c'était vraiment un tout début, tout ne s'est pas créé en très peu de temps, c'est toujours en cours. Capgame est bien plus avancé, hein, ça date depuis plus longtemps. Là, nous, on est toujours en construction, un peu loin derrière, disons. Mais le but, c'est que tout le monde ait conscience qu'il faut une inclusion complète. Moi, je suis joueur, donc un joueur comme tout le monde, et j'ai envie de me sentir intégrée, de vraiment pouvoir avoir une vraie utilisation du jeu. Donc là, pour l'instant, on est toujours en retard, oui, mais on prend conscience et ça se développe, notamment de la part des maisons d'édition, de la part des éditions. Et en fait, il faudrait que ce soit réfléchi, évidemment, avant la production et pas en dernière étape. Et, oui, il y a des associations qui s'engagent. C'est déjà, nous, on fait ce pas-là d'expliquer, d'éduquer. Mais il y a des conférences, il y a plein de choses qui se font. Mais monsieur dit oui, par exemple, il y a des conférences pour personnes sourdes, donc qui se font directement en langue des signes, parce que les... De quoi ? Attendez. Là, vous parlez de... Je suis désolée, hein, vous parlez de streamer, donc notamment lorsqu'il y a des lives, prendre un interprète, c'est pas compliqué, mais une personne sourde qui signe directement, c'est bien plus accessible aux personnes sourdes. Donc ça, on encourage ça. Notamment, je disais, les personnes illettrées, passer par l'écrit, c'est pas forcément la meilleure solution. Donc il faut essayer de penser à une méthode d'inclusion totale. Voilà, mais je peux en dire plus une prochaine fois, peut-être.
Super. Et du côté de Capgame, du coup, ça fait un moment que vous faites ce travail de sensibilisation. Est-ce qu'il a évolué entre-temps? Est-ce que même le discours que vous aviez en face de vous a évolué? Alors moi, je suis assez récent chez Capgame, donc je peux peut-être laisser Florine parler de l'historique un peu plus loin, et puis revenir ensuite sur les dernières évolutions. Oui, historiquement, en fait, Capgame, ce sont les membres eux-mêmes et les personnes eux-mêmes qui communiquaient entre eux, puisque Capgame, c'était un groupe Facebook, et maintenant c'est un énorme serveur Discord, où en fait toutes les personnes membres échangent entre elles sur les solutions qu'elles ont, donc comme disait Kevin tout à l'heure, parfois un peu à la maison, des astuces qu'elles ont trouvées, elles échangent aussi des conseils sur les tests qu'elles ont fait à la maison perso, on parle de plein de choses, d'événements, donc la communication se fait beaucoup entre les membres eux-mêmes. Nous, en fait, au bureau de Capgame, on communique pas plus que ça sur les solutions, c'est les personnes elles-mêmes, par exemple, qui postent un message en disant est-ce que vous avez trouvé une astuce pour utiliser un shot quelconque dans un jeu? Et par contre, nous, on travaille pas mal sur les événements, et donc on fait des stands, par exemple, dans des événements, donc soit des événements grand public, vraiment pour sensibiliser tout le monde à regarder, on peut jouer différemment en jeu vidéo, c'est sympa, ça existe et ça peut vous plaire. Et on fait aussi des événements qui sont la plus ciblés chez les associations nationales de personnes en situation de handicap, par exemple, où là, on rencontre des familles. On forme aussi des ergothérapeutes, donc des professionnels qui travaillent auprès des personnes en institution et des personnes qui, jusqu'à maintenant, jouaient pas forcément parce qu'elles n'avaient pas connaissance des solutions. Et donc là, l'idée, c'est qu'on forme ces ergots-là pour qu'elles accompagnent leurs résidents et résidentes à jouer aux jeux vidéo parce que on leur fait découvrir qu'il y a du matériel qui existe. Il y a des gens qui ont trouvé des solutions, que effectivement les consoliers ont maintenant mis en place certains aspects d'accessibilité, hein, Microsoft avec la XAC, avec tout un tas de connecteurs qu'on peut brancher par exemple. Donc c'est comme ça qu'on communique un petit peu. Et surtout, on essaye de faire en sorte que les événements qu'on fait soient vraiment des vrais événements. Et donc voilà, on essaie de semer un peu des graines. Merci beaucoup. Juste un petit mot pour les étudiants qui sont là. Il y a un site qui est très pratique quand on n'est pas forcément connaisseur des options d'accessibilité qu'on pourrait mettre en place. Ça s'appelle Game Accessibility Guidelines, où ça va vraiment être en fonction de différents handicaps. On va pouvoir savoir du coup si pour les personnes qui sont non-voyantes, comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte de ne pas les exclure en fait de leur jeu. Donc c'est quelque chose de super. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter du côté de OneGeek ou du côté de Capgame avant de passer aux questions? Alors, justement, c'est intéressant ce que Florine disait sur le fait que dans les bureaux, ils sont plutôt sur l'organisation et sur la communication, et qu'en effet, parmi les membres, on essaie de s'occuper des solutions quotidiennes, quoi, enfin, de trouver des... Et on communique là-dessus via aussi différentes plateformes. Alors, par exemple, avec YouTube, on essaie de faire des vidéos où en ce moment, on s'est mis au stream aussi certains membres de Capgame. Et puis surtout, il y a le blog sur lequel on fait des tests très complets où on essaye d'aborder toutes les différents types d'accessibilité avec les 4 grandes familles, donc moteur, cognitif, auditif et visuel. Et puis c'est comme ça aussi qu'on se forme. Alors par exemple, moi, je fais des tests pour des troubles visuels, alors que j'en ai pas du tout, mais parce que je me suis formé auprès de personnes qui l'ont, et donc ça me permet aussi d'en parler. Donc voilà, on est suivant notre investissement, on essaie de produire du contenu et de parler de l'accessibilité à toutes ces personnes qui pensent que ça n'existe pas, puisque encore très souvent, on a des personnes qui viennent nous voir en nous disant moi, je peux pas jouer aux jeux vidéo. On leur dit en fait, si, mais je le savais juste pas, quoi. Super, merci. Du côté de OneGeek, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Alors oui, on va voir. Donc dans la situation actuelle, c'est vrai que voilà, on donne des solutions en général. Enfin, on voit à qui nous sollicite en fait. Bon là, on est auprès des personnes sourdes et c'est vrai qu'on leur donne beaucoup de conseils. Hein. On est vraiment dans le conseil et on fait beaucoup de tests en matière de stream et puis aussi en termes de jeu, voilà. Et puis aussi au niveau du public en fait. On essaye d'échanger avec les gens, enfin avec les personnes qui participent avec nous et on prend toutes les solutions possibles qu'on diffuse.
Mais avant... Pardon, j'ai un petit peu perdu le fil. Donc voilà, donc on diffuse tout ça, on fait du bêta, on cherche à améliorer tout, hein, et puis on voit où est-ce qu'on se plante pour trouver des solutions, et on fait ça en live. Et après, voilà, on essaye de voir là où il y a le plus de besoins et de s'adapter en fait pour tout ce qu'il y a de possible. Et on appelle à tout le monde, au public, pour nous aider à trouver des solutions. Mais même avant, rajoute Nicolas, même avant... Après, voilà, on est là pour juger et trouver des solutions pour les personnes sourdes. Et puis aussi avec CapGame, on collabore et voilà, on essaye d'être plus riche encore pour apporter des solutions d'accessibilité partout où il faut. Merci Kevin, merci Oui. Florine. Excuse-moi, je plus sois simplement, Héloïse. Effectivement, je reformule. C'est vrai que ce serait bien que ce soit encore plus tôt, que les tests en fait se fassent pas une fois le jeu sorti, mais effectivement, même encore une fois, avant la bêta, avant ces versions-là, qu'on travaille vraiment avec les studios et comme disait OneGeek, voilà, qu'ils fassent appel à des joueurs et des joueuses comme OneGeek dès le départ, en fait, pour voir si le jeu fonctionne, encore une fois dans les studios, dans les machines, dans les tuyaux, et quand il est en public, là, c'est bon, il a été testé. Voilà. Ouais. C'est vraiment très important de penser à l'anticipation de tout. Oui, que ce soit noté finalement, que ça devienne quelque chose visible sur la jaquette ou sur la page Steam avant de passer à l'achat, quoi. Et ça, ce serait intéressant d'y réfléchir, en effet. Ça, c'est une sorte de note. Il y a eu quelques idées comme ça, vous savez, comme les PEGI, Bien sûr, pour voilà, savoir si les jeux sont accessibles aux enfants, ou en tout cas pour connaître le degré de violence, de sexe, etc. dans les jeux. Et bien pour l'accessibilité, ce serait intéressant, en effet, de faire des notes et des petites réflexions comme ça. Faudrait envoyer un petit message au PEGI directement. On va faire ça. Super, bah merci beaucoup Kevin, Florine, Nicolas et Mathis. On va passer aux questions si vous en avez sur Internet ou dans la salle. Il y a un micro qui va pouvoir passer au besoin. Oui, là-haut. Est-ce que quelqu'un peut lui amener un micro, s'il vous plaît? Merci. Merci. Donc, bonjour, je suis actuellement en études à l'Engevin, donc je viens amener un petit peu d'informations complémentaires sur ce qui a pu être dit. Il y a un parcours ergonomie parmi le Master Engevin et qui s'intéresse énormément aux questions de handicap. J'en fais pas partie, c'est juste que j'ai bossé avec eux et ils sont géniaux. Si jamais vous avez des questions sur ce qu'on peut faire en termes de menu d'accessibilité, en salle VR, parmi les salles qui sont en bas, il y a Arthur Berthaud, qui a été l'ergonome sur notre jeu de fin d'année Project Isaline. On était 12 dessus, on a bossé dessus pendant 4 mois. Dès le début du projet, on a mis au clair qu'on voulait travailler sur l'ergonomie là-dessus, ce qui fait qu'on a actuellement un meilleur menu d'options que plus de la moitié des jeux français qui sortent. L'ergonomie, c'est quelque chose qui se réfléchit dès le début du projet, et en fait, c'est des choses, si elles sont réfléchies, en fait, ça coûte rien de les mettre dans le jeu. C'est-à-dire que Arthur est venu, il nous a dit bon bah voilà, j'ai 52 mesures d'ergonomie que j'aimerais mettre dans le jeu, vous me dites oui ou non. On a dit oui à 51. Et en fait, ça nous a coûté en équivalent temps de production, en comptant les salaires des personnes qui ont travaillé dessus, 2500 € sur un projet qui est estimé, s'il était complété, à peu près 1 million d'euros. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve dans le marché du jeu vidéo. C'est surtout qu'en fait, il y a le mythe de... il n'y a pas encore une assez bonne progression dans les studios de l'ergonomie. Les gens ne voient pas l'intérêt en pensant que c'est réservé à un public simplement en situation de handicap et qui n'a pas l'habitude de jouer aux jeux vidéo, donc qui n'est pas une part de marché intéressante à aller chercher. Là où ils ne voient pas du tout que y a plein de gens qui pourraient jouer à des jeux vidéo si on mettait juste un minimum d'efforts, pas forcément tout le monde, ça demanderait beaucoup, mais avec un minimum de mesures d'ergonomie, en fait, on faciliterait la vie de énormément de monde. Et les sous-titres, c'est un exemple parfait. Il y a énormément de gens qui jouent dans des environnements bruyants, qui ont des problèmes pour lire et tout. Et on a déjà le cinéma qui a toutes les bonnes pratiques des sous-titres depuis des années. Juste le jeu vidéo s'y intéresse depuis très récemment. Et c'est dommage. Merci. Est-ce qu'il y a une autre... Ah, juste ici.
Allô? Ouais. Ouais, j'avais juste une question par rapport au tournoi et à l'e-sport. Je sais qu'il y a quelques années, c'était encore compliqué de ramener sa propre manette modifiée sur des tournois, ce genre de choses. Je voulais savoir si ça avait évolué depuis. Voilà, c'est tout. Qui souhaite répondre? Moi, je peux répondre. Je vois Nicolas qui me laisse la parole. Alors, je ne suis pas du tout experte dans le sujet. Il faudrait parler à Francis Sport, à Nicolas Bézon, Jérôme Dupire, qui s'occupe vraiment du e-sport. Nicolas, son signe, c'est bonnet, pardon, pour l'interprète, si jamais. Et en fait, alors, c'était simplement pour dire qu'il y a quand même une grosse réflexion sur le e-sport qui se passe, avec des compétitions qui essayent d'être plus inclusives. Donc, il y a pas mal, maintenant, il y a des équipes même de joueurs en situation de handicap qui performent vraiment. Rebird, par exemple. Donc ça existe. Après, sur les histoires de règlement, de tricherie, etc., c'est vraiment très intéressant parce que c'est très juridique. Et donc là, il faudrait demander aux associations responsables du e-sport, mais pour autant, oui, ça évolue. Mais alors, l'autre question du e-sport, au-delà du règlement, de la manette et de la console, c'est aussi l'accessibilité même des événements. Donc, c'est-à-dire se rendre à un événement, déjà, c'est un sujet. Comprendre ce qui se passe dans l'événement, c'est un sujet si vous êtes sourd, par exemple. Donc, il y a tout un tas de choses, en fait, dans le e-sport dont il faut réfléchir, Mais oui, ça avance. Après, sur les règlements précis, il faudra demander aux experts en la matière. Super. Après, il y a beaucoup de compétitions e-sport qui existent, par exemple, chez OneGeek et chez Capgame, quand même. Même si on n'est pas des gros. Vous avez quelque chose à rajouter du côté de OneGeek? Eh bien, oui, c'est vrai qu'au niveau des personnes malentendantes, il y en a beaucoup d'équipes qui existent aujourd'hui et qui font beaucoup d'efforts parce que le seul défaut, en fait, c'est le problème de communication. Mais là, on travaille pour que les personnes sourdes puissent jouer à distance et on travaille en tout terme technique. Mais c'est vrai qu'il faut le faire avant et puis travailler tout ça, toute la technique. Et puis de cette façon-là, on pourra à ce moment-là mieux jouer. Et du coup, donc, comme disait tout à l'heure Florine, par rapport à Peggy, et puis c'est vrai que c'est une progression qui va se faire. Donc là, dernièrement, on a inscrit une équipe pour... J'ai pas vu, pardon. Overwatch, merci, merci Florine. On va voir ce que ça va donner. J'espère que ça va bien se passer. On va essayer de jouer à distance. On a tous envie d'y participer. Même les personnes, même des entendants, peuvent participer avec nous. C'est ouvert autant aux personnes handicapées qu'aux personnes pas handicapées. Et c'est vrai que même pour participer à des jeux en e-sport, c'est vrai que c'est très intéressant pour tout le monde. Donc, c'est vrai qu'il y a 2 ou 3 ans, OneGeek participait à des événements et des compétitions par équipe. Et je crois qu'il y avait des professionnels. C'était des personnes qui étaient semi-pro, des équipes semi-pro. Et League of Legends. Merci. Sur le jeu League of Legends. Merci. Et c'est vrai qu'il y avait des streamers qui communiquaient beaucoup, en fait. Et nous, c'est vrai qu'on n'avait pas, donc on n'avait pas le casque sur les oreilles, mais par contre, on avait une autre solution et on avait demandé aux streamers d'enlever leur casque pour essayer, pour voir, et on les a battus, tout simplement. Et donc, ensuite, on a retenté, et ils nous ont demandé, on a un peu joué à ça, et puis on a à notre tour mis les casques, et puis finalement, on a réussi à les battre c'était super et j'oublierai jamais cette expérience. C'était vraiment vraiment chouette et c'était bien c'est l'avancée et le e-sport est ouvert à tout le monde et on peut tous très bien jouer dans ce thème. Voilà.
Super, Justement, oui, je me permets, j'ai un petit coup d'œil. En fait, je suis d'accord, et si je peux me permettre de rebondir, exactement ce que décrivait cette compétition organisée en demandant à des semi-pros de ne pas utiliser leur casque, c'est se mettre finalement au même niveau pour tout le monde. Et donc l'idée de l'e-sport, c'est peut-être aussi de trouver des trucs un peu créatifs à faire. Avec des consoles, par exemple une XAC pour tout le monde, donc une console adaptée de Microsoft pour tout le monde, ou sans casque pour tout le monde. Voilà, ça peut être aussi ça, trouver des astuces créatives pour jouer ensemble. C'est peut-être l'accessibilité. Merci beaucoup, avocate, pour cette très intéressante table ronde. Merci à vous d'avoir suivi la table ronde. On se retrouve... Ah, j'avais juste un petit mot à donner, c'est vous rappeler que vous pouvez voter pour le concours Jeunes Talents 2023 jusqu'à 18h, je crois, donc plus que 2 heures. La cérémonie de remise du prix Jeunes Talents 2023, présentée par Epic Games et soutenue par Ubisoft Bordeaux. Et le pôle Image Magélis aura lieu donc à 19h, ici même, je crois. Ici même, j'ai la confirmation. Merci beaucoup. Et le prochain sujet, si je ne me trompe pas, ce sera sur les enjeux de la décarbonation avec ma consoeur, Queen Apple. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.